Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Moyen, ouais. Donc oui, pour commencer cet après-midi, j'espère de façon un peu dynamique après le bon repas un petit peu arrosé. Je ne vais pas vous parler d'abeilles, je vais vous parler de plantes. Alors pourquoi des plantes? Parce que c'est une classe d'êtres vivants qui a une place très importante sur la planète. Ici, vous avez un graphique qui est une estimation de la masse totale du monde vivant et de comment elle est distribuée entre les différents groupes. Et vous voyez que la très très grande majorité, ce sont les plantes. Donc elles sont importantes en termes de stockage de carbone et derrière de rôle dans le fonctionnement du climat de la planète. Et puis, bien sûr, elles sont à la base de la plupart des chaînes alimentaires sur la planète et de toutes les interactions qui en découlent. Donc ici, c'est un réseau d'interactions entre les plantes et les principales espèces avec lesquelles elles interagissent. Donc, vous avez plutôt en haut les pollinisateurs et plutôt en bas les herbivores. Et tous ces groupes-là sont eux-mêmes une ressource alimentaire pour encore d'autres animaux. Donc les plantes ont vraiment ce rôle très très central. Et donc c'est important aussi de comprendre comment est-ce qu'elles répondent à des changements du climat. Alors, vous n'avez pas beaucoup le haut et le bas des diapositives, donc je vais vous redire un peu ce qu'il y a écrit. Une question qui se pose quand on parle de changement climatique, donc vous avez une intervention ce matin sur les changements climatiques qui montre que le climat est en train de changer avec une augmentation de la température moyenne, une augmentation de la variabilité, des changements dans les précipitations. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment très grave qu'il y ait une augmentation de 1, 2, 3 degrés en moyenne, sachant que les organismes sont continuellement soumis à des variations assez importantes du climat, et notamment de la température. Ici, j'ai illustré ça avec un diagramme qui représente les variations de la température dans une ville de Grande-Bretagne. Je l'ai choisi au hasard parce que j'ai trouvé le bon graphique qui m'intéressait. On voit en rouge les maximums journaliers, en bleu les minimums journaliers, et puis les courbes au milieu, c'est différentes façons de comparer la moyenne, et puis ça sur plusieurs années. Et on voit bien qu'au sein d'une même journée, et puis entre jours, entre années, un organisme qui habite là-bas, il va connaître des températures qui peuvent varier de plusieurs degrés, plusieurs dizaines de degrés. Donc pourquoi est-ce que ça importe qu'on ait un changement du climat qui va faire varier la moyenne de quelques degrés, 1 ou 2 degrés dans le meilleur des scénarios, jusqu'à presque 10 dans le pire des scénarios. Je me suis trompée, c'est classique. Alors, ça importe, pourquoi? Parce qu'en fait, tous les êtres vivants ont une gamme de conditions climatiques dans lesquelles ils peuvent survivre, croître et se reproduire. Ça, en écologie, on appelle ça la niche climatique. Et cette niche climatique, elle va être affectée par les changements du climat. Donc ici, vous avez une illustration de ce que peut être une niche climatique avec 2 paramètres en particulier. Vous avez sur l'axe horizontal les précipitations et sur l'axe vertical les températures. Et cette représentation-là, ça représente les gammes de conditions où une espèce en particulier arrive bien à survivre. Donc là où vous avez du bleu foncé, l'espèce survit très bien. Et puis quand vous vous éloignez de ces gammes de conditions optimales, la survie elle commence à diminuer, voire quand on sort vraiment, quand vous arrivez dans la zone blanche, la survie peut être de 0. Tous les individus meurent. Et concrètement, on peut l'illustrer, cette niche climatique et ce qui se passe quand on sort de la niche climatique. Avant, je vous dis juste, cette niche climatique, elle va être définie en termes de variables du climat. Donc la température évidemment, mais aussi les précipitations. Et on parle souvent de température moyenne, mais en fait pour les êtres vivants, ce qui va pas mal compter, c'est aussi les extrêmes. Donc typiquement la température maximum, et ça c'est une illustration. J'ai perdu une photo, c'est pas très grave, de ce qui s'est passé lors de la dernière grosse vague de chaleur, la dernière canicule en 2019.
Vous avez eu des endroits dans le sud de la France où la température moyenne à l'ombre a dépassé, pas la température moyenne, la température maximale à l'ombre a dépassé 47 degrés. Et donc au soleil, beaucoup plus. Et il y a de la vigne qui a littéralement cuit du fait de ces températures trop élevées. Ce n'est pas un problème de sécheresse, c'est vraiment la température était trop chaude et ça a tué les individus. Donc des problèmes de maximum, des problèmes de minimum pour les plantes, c'est assez classique que vous avez des espèces qui résistent au gel et d'autres qui ne résistent pas au gel. Donc le nombre de jours de gel dans l'année et l'intensité du gel va être important. Et puis en termes de précipitation, c'est pareil, c'est aussi des questions de minimum et de maximum. Est-ce qu'il y a des périodes de sécheresse? Combien de temps elles durent? Ou est-ce qu'il y a des périodes d'inondation qui peuvent aussi faire des dégâts sur certaines plantes? Alors concrètement, ce que font les changements climatiques, c'est que ça fait sortir les gammes de variation du climat des conditions habituelles, c'est-à-dire les conditions que les organismes et les populations ont rencontrées depuis des générations et des générations au cours de leur histoire et auxquelles elles se sont adaptées. Donc une illustration, c'est ce graphique assez classique que vous avez dû voir ce matin de changement de la température moyenne. Quand la température moyenne change, les maximums et les minimums changent aussi. Et quand on a un réchauffement moyen, ce qui va se passer, c'est plutôt que les maximums vont être de plus en plus élevés, même si, comme la variabilité du climat augmente avec le changement climatique, vous pouvez également avoir des minimums qui sont pires que d'habitude. Et typiquement, vous avez dû entendre parler des épisodes de gel tardif au printemps qui ont lieu ces dernières années, notamment dans le sud de la France, avec aussi beaucoup de dégâts sur les cultures. Et autre chose que font les changements climatiques, c'est que le climat se déplace. C'est-à-dire que comme la température moyenne augmente, une gamme de température donnée à un endroit va se retrouver au cours du temps à un endroit différent et avec une migration plutôt vers les pôles et plutôt vers les altitudes élevées. Donc là, vous avez une illustration avec les températures moyennes en France. Donc la première carte qui est en haut à gauche, ce sont les températures actuelles. Et puis après, vous avez des projections à différentes périodes de temps, donc d'ici 2050, 2070 et 2100. Alors ça, c'est pour le scénario le pire du GIEC, celui où on ne change rien, on reste sur notre trajectoire actuelle et où, en moyenne, on s'attend à une augmentation de la température de plus de 8 degrés. Mais c'est vrai pour des changements de température plus modestes. Vous voyez que, par exemple, les conditions qu'on trouve actuellement dans le Massif central, où il y a plein d'espèces de plantes et d'autres organismes qui sont adaptés à ces conditions-là, elles vont soit se déplacer et au bout d'un moment, on ne la retrouvera plus que dans les Alpes, soit carrément disparaître. Et pour les conditions qu'on trouve dans la zone méditerranéenne actuellement, elles vont se déplacer vers le nord et devenir de plus en plus fréquentes. Donc c'est ça les deux choses que font les changements climatiques par rapport aux organismes vivants. Il y a des conditions extrêmes qui deviennent différentes de celles qui ont été rencontrées par le passé, et les conditions optimales se déplacent dans l'espace. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de quantifier un peu ça pour les espèces ? Il y a toute une série d'outils qui a été développée dans les années 2000 pour essayer de faire des prévisions sur que vont devenir les conditions optimales pour une espèce actuellement, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans le futur. Donc le principe général, c'est assez simple, on a besoin de données d'une part pour une espèce donnée pour savoir où sont les individus de cette espèce actuellement, des données sur le climat, donc la température, les précipitations et toutes leurs déclinaisons, les maximums, les minimums, le nombre de jours de gel, tout ce qu'on veut, le nombre de jours de sécheresse. Et ensuite, vous avez des outils mathématiques pour essayer de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une relation entre les conditions climatiques et la probabilité de présence d'une espèce ? En général, la réponse est oui. Et à partir de ça, on peut produire une carte des conditions climatiques qui sont favorables pour une espèce donnée. Alors là, vous allez me dire, c'est pas très intéressant parce que qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ?
que les conditions favorables pour une espèce, elles sont là où se trouve l'espèce. On n'a pas appris grand-chose. Alors ça peut quand même être un petit peu intéressant, par exemple pour des espèces rares dont on ne connaît pas bien la distribution. Si on veut aller chercher des nouvelles populations qu'on ne connaît pas, eh ben, on peut cibler certaines zones climatiques où on sait que l'espèce est susceptible d'être présente. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'utiliser cette information. Donc on sait quelles sont les gammes d'environnement qui sont favorables pour les espèces et de mettre ça en regard des projections du GIEC pour voir où, dans le futur, seront ces conditions favorables pour une espèce donnée. Et ça a été fait dans les années 2000. C'était la grande mode en recherche. Ça a été fait pour des milliers et des milliers d'espèces. Donc, je ne vais pas vous donner l'exemple des milliers et des milliers d'espèces. Je vous donne juste quelques exemples. Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on essaye de faire une carte des habitats favorables ou des climats favorables pour une espèce donnée dans 50 ans, dans 100 ans. 2 exemples. Le chêne vert, un grand classique, une espèce actuellement typiquement méditerranéenne. Vous avez sur cette carte-là en rouge sa distribution actuelle. Donc, il y en a un petit peu partout en France, notamment sur la côte atlantique, mais quand même le gros, c'est en Méditerranée. La distribution de ces climats favorables à l'heure actuelle, donc c'est coupé. Je pense qu'on pourra donner les diapos après pour avoir les cartes entières. Mais l'idée générale, elle est là. Hein, les climats favorables, ils sont autour de la Méditerranée. Et ensuite, voici une projection pour 2050. Alors ça, c'est avec un scénario du GIEC qui est un ancien scénario, qui s'appelait le scénario B2. Ce n'est pas le scénario le pire, mais ce n'est pas non plus le plus optimiste. Qui vous montre que d'ici 2050, eh ben, on va commencer à avoir des zones favorables. Donc les zones favorables, c'est quand les couleurs sont de plus en plus rouges, en dehors de la zone Méditerranée. Et vous voyez que la zone Méditerranée, en 2050, elle est grise. Et grise, ça veut dire que ça y est, c'est trop chaud pour le chêne vert. Et puis en 2100, vous voyez qu'on aura des zones favorables pour le chêne vert jusque dans le sud de la Bretagne. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura du chêne vert dans toutes ces régions-là qui sont soulignées en rouge. Pour ça, il faudrait que le chêne vert soit capable de se déplacer à la même vitesse que le climat, et on va y revenir. Un autre exemple, donc oui, juste pour le chêne vert, on voit qu'on est dans une situation où, à l'échelle de la France, les surfaces avec des climats favorables pour l'espèce, elles sont plutôt en augmentation avec le réchauffement climatique. Autre exemple, le hêtre. Donc ça, c'est une espèce qui a tendance à préférer plutôt des climats frais et qu'on retrouve principalement dans les régions montagneuses et au nord de la France à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais le gros des populations est là. En 2050, un peu moins de climat favorable, et en 2100, il n'y aura plus que dans les Alpes et un peu dans les Vosges que le climat sera favorable pour le hêtre. Donc une situation, on a plutôt une régression à l'échelle de la France des conditions climatiques qui sont favorables pour l'espèce. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui a été fait pour vraiment plein d'espèces. Et je vous montre ici le résultat d'une synthèse qui a été faite pour presque toutes les espèces de plantes à l'échelle de l'Europe, avec une prédiction de ce que ça va impliquer, ces changements dans l'espace des conditions climatiques, en termes de disparition des espèces. Donc l'hypothèse qui est faite là, c'est que si la surface qui est favorable en termes de climat se réduit trop avec les changements climatiques, on prédit que l'espèce va disparaître. Et j'espère que la carte va s'afficher. Je crois que la carte ne va pas s'afficher. On a vraiment un problème. Donc vous n'allez pas voir la carte. Je suis vraiment désolée. Ce que montre la carte, c'est que vous avez des zones avec des taux de disparition d'espèces qui sont très élevés, donc jusqu'à moins 62%, donc plus de la moitié des espèces dont on s'attend avec cette approche-là à ce qu'elles disparaissent d'ici, je ne me souviens plus si c'était 2050 ou 2100, mais en tout cas dans un avenir pas si éloigné que ça. Et évidemment, plutôt dans le sud de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, la situation est un peu moins grave, mais quand même, au minimum, il y a un quart des espèces dont on peut faire l'hypothèse qu'elles vont disparaître à cause du réchauffement climatique. Donc ça fait un peu catastrophiste, ce genre de résultat.
Il faut faire très attention à l'interprétation parce que ces approches-là, ça reste des modèles. On fait des relations entre le climat et la présence des espèces. Et on se sert de l'observation actuelle pour dire, voilà, dans 50 ans ou dans 100 ans, ce sera comme ça. Il y a quand même des grosses hypothèses derrière ces approches-là. L'une d'entre elles étant qu'on fait souvent l'hypothèse que les espèces sont capables de se déplacer pour suivre ces changements du climat. Ou dans l'autre extrême, on fait l'hypothèse que les espèces ne se déplacent pas du tout. Autre hypothèse importante, c'est qu'on fait l'hypothèse que les plantes ne sont pas capables de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. C'est-à-dire que les conditions climatiques qui leur sont optimales maintenant, ce sera les mêmes dans 50 ans ou dans 100 ans. Et dernière hypothèse, il n'y a aucune prise en compte des interactions entre les espèces, à savoir tout ce qui compte pour l'existence d'une population d'une espèce, c'est le climat dans ces modèles, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'interactions entre espèces qui sont indispensables au maintien des espèces de plantes. Donc évidemment, il y a les pollinisateurs, il y a des champignons dans le sol, il y a plein d'autres interactions. Ok, donc ces modèles-là, très répandus pour tous les groupes, ils font cette prédiction que le changement climatique à l'avenir est susceptible de causer des disparitions très importantes d'espèces, du même ordre de grandeur que les disparitions qui sont causées par la destruction des habitats naturels. Mais avec beaucoup d'hypothèses derrière. Donc la question qui se pose, c'est qu'en est-il ? Est-ce que les plantes sont capables de se déplacer pour suivre les changements climatiques ? Est-ce qu'elles sont capables de s'adapter ? Et est-ce que, si oui, ça suffit pour faire face au changement climatique ? Donc c'est ce dont je vais vous parler dans le reste de l'exposé. Donc, ces conséquences de changement climatique, donc il y a deux options. Soit les populations peuvent se déplacer, et les plantes, a priori, elles peuvent, au moins par l'intermédiaire de leurs graines. Dans ce cas-là, on peut faire l'hypothèse qu'on va avoir des changements de la distribution dans l'espace des populations de plantes pour suivre ces conditions climatiques optimales. Et si elles ne peuvent pas se déplacer, on a une possibilité qu'elles se maintiennent, que les populations se maintiennent dans des nouvelles conditions climatiques. On va appeler ça de l'adaptation, donc des changements des caractéristiques dans les populations qui vont leur permettre, par exemple, de résister à des températures plus élevées, de résister à plus de sécheresse. Et ça, il y a deux façons possibles d'avoir de l'adaptation qui diffèrent selon qu'elles impliquent un changement génétique dans les populations. Donc il y a ce qu'on appelle de l'évolution, donc vraiment un changement génétique de la composition de la population. Ça, je vous illustre ça avec un exemple qui n'est pas du tout une plante, c'est le mammouth. Donc l'évolution, c'est le processus qui a conduit de l'ancêtre des mammouths et des éléphants actuels aux mammouths par un mécanisme de sélection des individus qui avaient des poils un peu plus longs qui leur permettaient de résister un peu mieux au froid. Et de génération en génération, progressivement, en sélectionnant des mutations qui donnent des poils de plus en plus longs, on aboutit au mammouth laineux. Et c'est vraiment une base génétique, c'est codé dans l'ADN du mammouth laineux qu'il a des grands poils. Il y a une autre façon pour s'adapter à des nouvelles conditions qu'on va appeler dans le jargon en biologie de la plasticité. Et là, c'est quelque chose qui n'implique pas du tout de changement génétique. On reste avec les mêmes gènes. C'est juste une réponse de l'organisme à son environnement. Et c'est typiquement ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez des chats ou des chiens chez vous, mais quand, entre l'été et l'hiver, le volume du pelage change, c'est toujours le même individu, il a les mêmes gènes, juste ses caractéristiques changent en fonction de l'environnement. Et ça, on a les deux possibilités dans les populations naturelles. Face à un changement de l'environnement, on peut avoir soit de l'évolution qui prend du temps, ça se passe de génération en génération, soit de la plasticité, c'est quasi instantané, nouvelles conditions environnementales, nouvelles caractéristiques des individus. Et on va voir que pour les plantes, il y a les deux. Et si jamais ce n'est pas possible de se maintenir, s'il n'y a pas d'adaptation possible, pas de déplacement possible, eh ben, on peut avoir une diminution de l'aire de répartition des populations qui peut conduire dans l'extrême à la disparition des populations, voire de l'espèce dans son ensemble. Alors, première chose, on va regarder qu'est-ce qu'on sait sur est-ce que les plantes peuvent se déplacer ou pas pour faire face au changement climatique. Alors ça, je vais passer vite sur cette diapo, ça va me permettre de gagner un peu de temps.
C'est juste un petit schéma pour vous donner l'idée. Voilà, ce qui se passe avec le changement climatique, c'est que dans la partie la plus au sud de la population, les individus ont tendance à mourir parce que les conditions sont plus favorables, et vous avez une colonisation plutôt dans la partie la plus au nord. Alors, on sait déjà que les plantes sont capables de se déplacer, et notamment, on a des données qui viennent de la dernière période de changement climatique très important, qui est la sortie de la dernière période glaciaire, donc, qui a eu lieu il y a à peu près 10 000 ans. Donc, si vous avez un graphique qui vous représente les variations de la température entre moins 20 000 ans et actuellement, donc sur une période de moins 10 000 à moins 5 000 ans, on a eu une augmentation assez rapide de la température. Et sur la carte de gauche, si tout se passe bien, vous allez avoir une animation. Donc, vous voyez en bleu la calotte glaciaire à l'époque en Amérique du Nord. Donc, à 21 000 ans, c'était vraiment le maximum de la période glaciaire. Et ça, c'est une étude qui a reconstitué le déplacement des populations de hêtres. Et vous voyez, ça a été reconstitué à partir des grains de pollen qui sont restés dans le sédiment. Le grain de pollen, c'est un organisme assez particulier avec une paroi très résistante qui peut rester intacte pendant plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années, voire plus, et en plus qui possède des ornementations particulières qui fait qu'on est capable d'aller identifier parfois jusqu'à l'espèce de plante, mais comme vous êtes presque toutes et tous apiculteurs, apicultrices, probablement vous le savez déjà. Donc à partir des grains de pollen dans les sédiments, on peut reconstituer où est-ce qu'il y avait cette espèce au cours du temps. Et ça va apparaître dans des gammes de gris, là où il y a des faibles densités, et dans des gammes de vert de plus en plus intenses, là où les densités sont plus élevées. On va voir si ça marche. Oui, ça a l'air de marcher. Donc vous voyez la calotte polaire qui se rétracte. Et puis, ces verts-là qui représentent la population. Donc, tant que la température est encore un peu basse, elle reste assez au sud. Et puis, il y a une remontée vers le nord plus récemment. Donc là, on est à moins 2000 ans, moins 1000 ans. Et à l'heure actuelle. Et avec des approches comme ça, on peut calculer que les populations de plantes, donc ça a été beaucoup fait sur les arbres, sont capables de se déplacer en moyenne de quelques centaines de mètres par an. Donc c'est assez rapide. Donc a priori, on peut penser que les plantes sont capables de se déplacer facilement suite à un réchauffement climatique. Le problème, c'est que le changement actuel, par rapport à ce dernier changement de sortie de la période glaciaire, il est beaucoup plus rapide. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ce matin. Ici, je vous ai mis un graphique qui vous représente les variations de la température depuis le dernier maximum glaciaire, donc il y a plus de 20 000 ans. Et la sortie de ce dernier maximum glaciaire, ça a été un changement de température de 4 degrés, température moyenne, qui a eu lieu en 12 000 ans. Et nous, on est actuellement en train de gagner, je pense que mes chiffres sont un peu vieux, mais 0,8 degrés en 70 ans. Je pense qu'on est passé à 1 maintenant à l'échelle mondiale. 4 degrés en 12 000 ans, c'est 1 degré en plus tous les 3 000 ans. 0,8 degrés en 70 ans, c'est 1 degré en plus tous les 90 ans. Donc vous voyez qu'actuellement, ça va très très vite. Donc question, est-ce que les plantes peuvent réussir à suivre cette vitesse-là ? Alors, pour faire ces suivis-là, pour essayer de voir si les plantes actuellement sont en train de se déplacer, une possibilité, c'est de suivre finement les compositions des communautés de plantes, les assemblages d'espèces à un endroit, au cours du temps, et de regarder si la composition à un endroit donné, elle est en train de changer. Et ça, on peut le faire de différentes façons, mais on le fait au Muséum d'histoire naturelle avec des suivis de sciences participatives. Donc, on a un projet commun entre des chercheurs et des gens qui ne sont pas chercheurs professionnellement pour essayer de répondre à une question scientifique. Et là, la question scientifique qu'on a, c'est est-ce que les plantes sont en train d'être modifiées par les changements climatiques, entre autres, mais par aussi d'autres effets des activités humaines. Donc ce suivi-là, il s'appelle Vigiflore. Il fait partie d'un programme plus vaste qui s'appelle Viginature, qui propose toute une série de programmes de suivi de la biodiversité pour des gens qui soit sont des naturalistes très très pointus, c'est le cas pour Vigiflore, on s'adresse à des botanistes qui sont capables de reconnaître à peu près toutes les espèces de plantes en France,
mais aussi pour des gens qui sont juste curieux d'étudier la nature et qui n'ont pas forcément de connaissances naturalistes au début. Donc le principe de ce programme-là, c'est que quelqu'un qui souhaite participer, on lui attribue un site à suivre qui est tiré au hasard à côté de là où la personne habite, ce qui permet d'avoir une distribution assez représentative de l'ensemble du territoire quand on choisit au hasard. On ne s'oriente pas spécifiquement vers les endroits où il y a des problèmes ou au contraire les endroits où il n'y a pas de problème. Et ensuite, bon, je passe les détails de comment c'est fait, mais la personne qui observe va faire la liste de toutes les espèces qu'il voit sur une surface donnée et de l'abondance de chacune de ces espèces. Donc là, vous voyez la distribution de l'ensemble des sites qui ont été suivis sur toute la France. Et ce suivi, il existe depuis 2009. Donc on commence à avoir une quinzaine d'années de recul sur les changements de composition de la flore. Et ça nous permet de regarder, est-ce qu'on voit, il y a des espèces qui sont en augmentation, des espèces qui sont en diminution, et de regarder si à un endroit donné, la composition de la flore change. Et un truc qu'on a regardé par rapport au changement climatique, c'est est-ce qu'à un endroit donné, on a des espèces qui sont de plus en plus tolérantes à des températures élevées. Il se trouve qu'on a des bases de données qui nous disent si les espèces de plantes préfèrent plutôt des climats frais ou des climats chauds. Et donc, on peut calculer à un endroit donné, est-ce qu'on a une composition qui est plutôt une composition d'un climat frais ou d'un climat chaud, et de regarder surtout comment elle change au cours du temps. Et quand on regarde ça, eh ben, on a ce genre de résultat. Donc, cette courbe, elle vous montre ce qu'on appelle la préférence thermique d'une communauté de plantes à un endroit donné. Donc, dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est de regarder comment ça change au cours du temps. Et sur vraiment pas longtemps, là, vous avez les chiffres de 2009 à 2019, un peu plus de 10 ans, on a eu une augmentation qui est significative de cette préférence thermique dans les communautés de plantes qu'on a suivies depuis ces 10 ans. Donc ça, c'est un signal que les plantes sont en train de bouger et qu'à un endroit donné, vous avez de plus en plus de plantes qui remontent du sud et de moins en moins de plantes qui repartent vers le nord, des plantes qui sont moins tolérantes aux températures fraîches. Donc ça, c'était le travail d'une doctorante, Gabrielle Martin, qui est depuis est maître de conférence à l'Université de Toulouse. Donc les plantes se déplacent. Alors, la question, c'est est-ce qu'elles se déplacent assez vite? Donc ça, nous, avec ce suivi-là, on n'a pas vraiment les éléments pour répondre à cette question. En tout cas, on ne l'a pas encore creusé, mais il y a d'autres gens qui l'ont fait. Alors, je vais passer. Ça, c'est quelques exemples d'espèces qui sont en train d'arriver en Île-de-France en provenance du sud. Il y a d'autres études qui ont été faites sur des échelles de temps un peu plus longues, à partir de données juste de présence des espèces depuis les années 50. Et par exemple, qui montrent que dans les forêts de montagne, les communautés de plantes se sont déplacées en moyenne de 66 mètres en altitude. Les communautés qu'on trouve actuellement à une altitude donnée, on les trouvait 66 mètres plus bas il y a une cinquantaine d'années. Et les mêmes personnes ont fait une étude pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus quantitatif. Et donc, toujours dans les communautés de forêt, ils ont été regardés dans les montagnes ce qui se passait en termes de changement du climat. Donc ça, c'est la courbe en rose. Le climat a augmenté en France depuis les années 50 de l'ordre de 1 degré en moyenne. Enfin, la température a augmenté de l'ordre de 1 degré en moyenne. Et ils ont fait le même calcul pour les plantes. Donc je vous passe les détails. L'important, c'est que quand cette température des plantes augmente, c'est un signal qu'elles sont en train de suivre le climat. Et donc dans les communautés de plantes de montagne, les plantes ont un climat qui a augmenté de 0,5 degrés. Donc ça veut dire qu'elles ont réussi à suivre le climat, pas suffisamment vite. Il leur manque un demi-degré pour suivre complètement le climat. Mais surtout, ce qu'ils ont vu, c'est que dans les communautés de plantes de forêt en plaine, donc là on parle des plantes de sous-bois, on ne parle pas des arbres, c'est les plantes, plutôt les petites plantes qu'on trouve dans les sous-bois, le climat a aussi augmenté de 1 degré sur les 50 dernières années. En revanche, la température des plantes qu'on trouve là, donc leur préférence thermique, n'a pas bougé. Et dans les plaines, au moins dans les forêts, les plantes ne semblent pas capables de suivre le réchauffement climatique. Et la différence entre les deux, c'est lié au fait qu'en montagne, il n'y a pas besoin de se déplacer beaucoup pour
avoir un changement de température, parce qu'avec l'altitude, la température change assez vite. En revanche, en plaine, pour suivre le réchauffement climatique, c'est plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres. Donc là, le message, c'est que oui, les plantes se déplacent. À l'heure actuelle, on a l'impression que ce n'est pas assez rapide pour suivre les changements climatiques, particulièrement en plaine. Et puis, il y a des déplacements aussi qui sont parfois un peu plus inattendus. Donc, par exemple, il y a une étude, alors là, c'est aux États-Unis, qui montre qu'en fait, il y a certains endroits en montagne où plutôt les plantes ont eu tendance à descendre en altitude. Et ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas que la température qui importe dans les préférences climatiques des espèces. La température a augmenté dans cette région-là, mais les précipitations aussi ont augmenté. Et pour des raisons qui ne sont pas complètement comprises, c'est des augmentations de la précipitation, ça a favorisé plutôt des plantes qui vont plus bas dans les montagnes, donc vers des températures plus chaudes, mais aussi avec plus de précipitations. Donc là, les conclusions intermédiaires, c'est que les plantes peuvent se déplacer, mais ces déplacements ne sont pas suffisants. Je vais passer assez vite aussi sur ce graphique qui est un peu riche en informations. C'est une comparaison des vitesses de déplacement dans plein de groupes du vivant. Et comme c'est tout petit, en plus, probablement vous ne voyez rien. Le message général, c'est que les plantes, en général, sont parmi les groupes où les vitesses de déplacement sont les plus faibles, ce qui n'est pas complètement surprenant. Donc, déplacement, mais pas assez vite. La question, c'est est-ce que les populations de plantes peuvent s'adapter à des nouvelles conditions. Comme elles ne se déplacent pas assez vite, le climat va changer autour d'elles. Est-ce qu'elles peuvent s'adapter ? Donc ça, il y a plusieurs façons pour essayer d'étudier ça. Donc, par exemple, une approche qui est très à la mode en ce moment, c'est de faire ce qu'on appelle de la résurrection. Ça marche bien avec les plantes parce que les graines sont des formes de résistance qu'on peut conserver assez longtemps. Et il y a pas mal de chercheurs qui ont retrouvé des vieux lots de graines qui ont 50 ans, 70 ans de population naturelle. Et ils peuvent les faire regermer et comparer avec les populations actuelles. Et regarder s'il y a quelque chose qui a changé entre les deux. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de démontrer une évolution, c'est-à-dire un changement génétique. Ce qu'on fait pousser les deux populations exactement dans les mêmes conditions. S'il y a des différences, ce n'est pas des différences dues à l'environnement, c'est nécessairement des différences qui sont dues aux gènes. L'autre approche qui est très utilisée, c'est de faire des suivis dans le temps, donc des suivis de long terme, donc typiquement ce qu'on fait avec Vigiflore. Donc ça permet vraiment de caractériser le changement en train d'arriver. C'est plus limité en termes de est-ce que le changement, c'est un changement dû à un effet de l'environnement ou dû à un changement de composition génétique. Là, on n'arrive pas à séparer les deux. Et puis, il y a aussi des approches où on essaye de remplacer le temps par l'espace, c'est-à-dire qu'on prend des populations qui sont dans des conditions climatiques particulières et on les déplace, on les met dans des nouvelles conditions climatiques pour voir comment elles se comportent. Donc, typiquement, on fait ça beaucoup en montagne. On amène des populations depuis des altitudes élevées vers des altitudes basses et inversement pour essayer de simuler un changement climatique et voir comment elles se comportent. Alors, les suivis dans le temps, donc ça, il y en a plein et ça met en évidence un phénomène vraiment très, très répandu qui est un avancement de ce qu'on appelle la phénologie des plantes, donc tout ce qui concerne leur cycle de vie, et notamment un avancement de la date de floraison, un avancement de la date de maturation des fruits. Ici, je vous ai mis un graphique qui est tiré de l'Observatoire national de la biodiversité, qui est la moyenne des dates de vendange en France depuis les années 70. Et vous voyez là l'effet du changement climatique qui arrive et on est vraiment sur des dates de récolte de plus en plus précoces. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence, mais partout. Je vous ai mis 3 extraits d'articles. C'est documenté de différentes façons, avec des suivis dans le temps. Il y en a un qui utilise les sciences participatives pour le faire. Il y en a qui utilisent des données d'herbiers aussi pour inférer ces variations dans les dates de floraison. Et ça, c'est une adaptation. Il fait chaud plus tôt, les plantes fleurissent et bouclent leur cycle de vie plus tôt également. Et ici, c'est un graphique qui synthétise un peu toutes les études qui ont été faites sur ces changements de date de floraison. Donc, vous avez un graphique qui vous montre soit quand vous avez des valeurs négatives,
le nombre de jours par 10 ans d'avancée de la phénologie. Donc, moins 6, ça veut dire que tous les 10 ans, la floraison est 6 jours plus précoce par rapport à 10 ans avant. Quand vous avez des valeurs positives, c'est un peu le contraire. Vous avez plutôt des floraisons qui sont retardées. Donc, vous voyez que ce n'est pas la majorité. La majorité de ce qui se passe, c'est plutôt une avancée de la date de floraison. Je passe sur les différentes couleurs, ce n'est pas très important. Et vous voyez que donc, il y a quand même ces quelques plantes qui ont un comportement un peu plus inattendu. Elles ont tendance à retarder leur date de floraison avec le changement climatique. Et ça, en fait, ce n'est pas si inattendu que ça. C'est lié au fait que vous avez pas mal d'espèces de plantes qui ont des phénomènes qu'on appelle de vernalisation. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Ce sont des plantes qui ont besoin de passer une période de gel pour redémarrer la saison suivante. Réchauffement climatique, moins de gel, et donc le redémarrage est ralenti par le réchauffement climatique. Et une autre chose qui est montrée, c'est qu'on a, en plus de ces changements de phénologie qui sont des effets directs de l'environnement, vous avez aussi des adaptations, donc là des changements génétiques face à des nouvelles conditions climatiques. Donc ici, par exemple, une étude qui a regardé 4 espèces de plantes à partir de cette approche de résurrection, donc des vieux lots de graines qu'on remet à germer et qu'on compare avec des populations actuelles, et qui montre que 3 de ces 4 espèces, les populations actuelles sont plus résistantes à des sécheresses fréquentes et intenses que les anciennes populations qui avaient évolué dans un climat moins chaud et surtout plus humide. Et puis, on a aussi des exemples d'adaptation à des gels plus rares. Ici, une étude sur le thym, où vous avez des mécanismes de résistance au gel qui passent par des composés chimiques à l'intérieur des feuilles. Et bien, sur les populations les plus récentes, vous avez une disparition, alors pas complète, c'est un effet qui reste modeste, mais vous avez de moins en moins de ces individus qui sont capables de résister au gel. Donc des adaptations, soit par l'intermédiaire de cette plasticité, juste une réponse à l'environnement, soit par l'intermédiaire vraiment de changements de composition génétique. La question, c'est est-ce que ces adaptations sont suffisantes ? Et là, je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. La réponse est non. Donc voilà, juste petit récapitulatif. Les populations de plantes, elles se déplacent face au réchauffement climatique, pas assez vite. Elles s'adaptent face au réchauffement climatique quand elles ne peuvent pas se déplacer. Est-ce que c'est assez ? Alors là, je crois que pour gagner du temps, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite au laboratoire. En gros, on a regardé pour les plantes qui n'arrivent pas à se déplacer, est-ce que leur taille de population est stable ou diminue ou augmente. Et la réponse, c'est que les plantes qui ne se déplacent pas assez vite, elles déclinent plus vite en moyenne que les plantes qui arrivent à se déplacer. Donc celles qui arrivent à se déplacer, ça va. Celles qui n'arrivent pas à se déplacer, peut-être elles peuvent s'adapter un peu, mais pas assez. Et actuellement, elles sont plutôt en moyenne dans une phase de déclin. Alors, quelles conséquences ça a, toutes ces modifications qui sont induites par le changement climatique sur la composition des communautés de plantes et les possibles disparitions d'espèces? Donc, potentiellement, il y en a un paquet de conséquences. Je commence par la conséquence à plus large échelle. Il peut y avoir un effet de rétroaction sur le climat. Et un exemple qui est pas mal étudié, qui est un peu loin de chez nous, c'est la forêt amazonienne. On a documenté dans la forêt amazonienne qu'une très grande partie des précipitations qui tombent sur la forêt amazonienne et qui donc alimentent la forêt amazonienne viennent directement des arbres. Les arbres, ils transpirent, ça accumule de l'eau dans l'atmosphère qui retombe en pluie. Et ça fait un cercle vertueux qui entretient la forêt. Plus vous avez d'arbres, plus vous avez d'eau, plus vous avez de pluie, et donc plus vous avez d'arbres. Si on commence à sortir de ce cercle vertueux, par exemple parce qu'il y a de la déforestation ou parce que le climat est en train de changer, vous allez avoir moins d'arbres, donc moins de pluie, donc moins d'arbres, donc moins de pluie. Et ça peut faire une boucle de rétroaction qui peut conduire à la disparition complète et rapide, en quelques dizaines d'années,
de l'ensemble de la forêt amazonienne, avec des impacts sur le climat très forts, parce que la forêt amazonienne, c'est une zone de stockage de carbone à la fois dans les arbres et dans le sol très importante. Donc ça va encore contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement du climat. Donc des conséquences possibles assez fortes, sans parler du sud du Brésil et de l'Argentine, qui bénéficient d'un arrosage grâce à l'existence de la forêt amazonienne. Les vents dominants dans cette région-là, ils viennent de l'Est. Ils se chargent en pluie en passant au-dessus de la forêt amazonienne. Ils se cognent contre les Andes et ils sont déviés vers le sud sud du Brésil et l'Argentine. Et dans une zone qui, partout ailleurs dans le monde, sont des déserts arides, vous avez des zones de production agricole majeures à cet endroit-là. De l'autre côté des Andes, c'est le désert de l'Atacama, le désert le plus aride du monde. Donc une conséquence possible assez majeure. Il y a des conséquences un peu plus inattendues et peut-être anecdotiques, mais par exemple, il y a des espèces de plantes qui ont des sexes séparés, des mâles et des femelles, pour lesquelles le climat favorable pour les mâles et les femelles n'est pas le même. Et du coup, le changement climatique, ça va changer le pourcentage de mâles et de femelles dans la population, avec des conséquences pour la reproduction des plantes. Et puis, bien sûr, et je pense que c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, ça va avoir des conséquences possibles en termes d'interaction avec les pollinisateurs. Donc ça, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que ça va être le sujet de la présentation suivante. Mais il y a pas mal d'études, enfin en tout cas plusieurs, qui montrent qu'on a un avancé de la floraison chez les plantes, on a aussi une avancée de la floraison. Non, les pollinisateurs ne fleurissent pas. Des dates d'activité, des dates d'émergence des pollinisateurs. Et pour le moment, il n'y a pas un consensus parce que ce n'est pas encore très étudié, mais il y a au moins des études qui suggèrent que pour l'instant, les périodes d'avancée sont comparables entre les plantes et les pollinisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage fort qui empêcherait des interactions. Mais il y a des déplacements dans l'espace des plantes. Est-ce que ça a des conséquences pour les pollinisateurs ? Et alors, quelque chose sur lequel on est en train de travailler à l'heure actuelle en partenariat avec l'ITSAP, l'Institut technique de l'abeille, et avec Mathilde Baude, qui est quelqu'un qui a travaillé sur la production d'une cartographie des ressources pour les pollinisateurs, nectar et pollen, au Royaume-Uni. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire la même chose pour la France et d'essayer de faire des projections sur où vont être les ressources, en quelle quantité, et idéalement distribuer comment dans le temps au cours d'une année, sachant ce qu'on connaît de l'effet des changements climatiques sur les compositions de plantes. On va croiser une base de données de ressources produites par les espèces de plantes avec les suivis de la flore qu'on fait avec Vigiflore pour faire des scénarios de que vont devenir les ressources. Voilà. Et puis, dernier type de conséquence qui est pareil, une boucle de rétroaction. Les plantes, si elles arrivent à se déplacer dans l'espace, c'est beaucoup parce que les graines sont transportées par des animaux. Bon, il y a plein d'espèces de plantes pour lesquelles les graines sont plutôt transportées par le vent, mais les espèces de plantes qui arrivent à se déplacer le plus loin et le plus vite, c'est souvent celles dont les graines sont transportées par les animaux. Ici, vous avez un graphique qui vous montre les distances de déplacement en fonction de la taille des animaux qui transportent les graines. Et typiquement, une plante qui est transportée par des éléphants, elle peut aller très loin. Le problème, c'est que ces gros animaux-là, ils sont en train de disparaître de la planète. Et ça, il y a une étude qui montre que ça va avoir des conséquences pour les capacités des plantes à suivre les changements climatiques. Voilà, donc je termine là. Les conclusions finales, je pense que ça fait au moins 3 ou 4 fois que je vous les répète, donc je peux aller vite. Les plantes peuvent se déplacer, peuvent s'adapter, ça ne suffit pas. Je rappelle quand même que les changements climatiques, à l'heure actuelle, ce n'est pas la première cause de changement de la biodiversité. Ça peut le devenir dans le futur, mais pour l'instant, il y a d'autres causes qui sont beaucoup plus importantes, et notamment la destruction des habitats naturels. Et puis, ce qu'on a appris, là, ça a des implications sur comment est-ce qu'on va conserver ces espèces de plantes. Et notamment, il y a des programmes qui se mettent en place qu'on appelle de translocation, où peut-être il va falloir déplacer les populations nous-mêmes, plutôt que de les laisser se déplacer toutes seules. Et ça fait un peu débat, parce que si on les déplace, on ne leur laisse pas la possibilité de s'adapter localement, donc forcément, elles ne vont pas s'adapter à des nouvelles conditions. Mais en même temps, si on ne les déplace pas, peut-être qu'elles n'arriveront pas du tout à s'adapter. Et en termes de façon générale, si on veut que les populations de plantes puissent s'adapter à des nouvelles conditions environnementales, on sait qu'il faut beaucoup de diversité génétique
pour favoriser cette adaptation. Donc ça veut dire essayer de conserver les populations les plus grandes possibles et donc avoir le plus d'éléments semi-naturels possibles dans nos paysages. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que concrètement, d'après ce que vous avez dit, si on envisage de faire des plantations d'arbres, est-ce qu'on a intérêt à anticiper le réchauffement climatique en prenant des arbres qui viennent de régions plus tropicales? Alors, tropicales, je ne suis pas sûre, parce que je ne pense pas qu'autant on pourra avoir les températures des tropiques, autant je ne pense pas que les projections du GIEC nous disent qu'on aura les précipitations des tropiques. Donc, ce qui est alors, moi, je suis vraiment pas spécialiste de l'écologie forestière, donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes, mais ce qui est discuté actuellement à l'ONF, c'est plutôt de faire venir des espèces qui sont dans des climats un peu chauds et plutôt secs. Mais avec ce débat, c'est-à-dire que ces projections-là, c'est presque des prophéties autoréalisatrices. Si on prend les devants et qu'on met directement tout de suite les espèces des climats, je vais tuer le micro, des climats arides avant que ça se passe pour de vrai, on ne laisse pas l'opportunité aux populations qui sont en place de peut-être s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc c'est une autre option qui est de changer aussi les pratiques forestières pour avoir plus de diversité dans les populations d'arbres et la possibilité d'avoir une adaptation. Et je pense qu'il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle, les deux pistes sont explorées. Oui. Et justement, enfin, ce que vous évoquez, j'avais lu à l'ONF, il y avait 300 000 hectares de forêt qui avaient disparu depuis 2018, donc c'est déjà une problématique sur le sol français. Et c'est ce que vous évoquez, en fait, la difficulté que je comprends, c'est que soit on plante trop tôt des arbres d'essence, ce que l'ONF appelle essence exotique, mais dans tous les cas, il y a aussi une durée pour que l'arbre grandisse, parce que même là, quand je vois à Paris, on continue à planter des platanes, mais est-ce que la durée le temps qu'il grandisse et qu'il devienne robuste, est-ce qu'il aura le temps de s'adapter et donc c'est là où je voulais avoir un peu votre opinion sur cette ubiquité, peut-être impossibilité à avoir. Là encore, je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon très précise parce que je ne suis pas spécialiste du tout des arbres. Mais effectivement, c'est vraiment un groupe d'espèces pour lequel la durée de vie est à peu près sur les mêmes échelles de temps que le changement climatique. On est sur plusieurs décennies. Et c'est sûr que le climat actuel, il n'est pas encore favorable pour planter des arbres qui vont arriver à maturité à un moment où le climat sera très très différent. Et donc je pense que de ce point de vue-là, l'option on met de la diversité génétique, elle a plus de chances de fonctionner que tout de suite mettre des arbres qui vont peut-être se prendre un coup de gel parce qu'il ne fait pas encore assez chaud et qui ne vont pas se maintenir. Oui. Sur ce sujet, je dirais qu'à l'ONF, il y a deux options qui ont été retenues. La première, c'est de favoriser la mosaïque de paysages, donc une diversité de formations forestières, de peuplement, de type d'essence, pour ne pas mettre les œufs dans le même panier et jouer comme ça toutes les possibilités, notamment celle d'une adaptation des espèces. Donc ça, c'est un premier choix. Et le deuxième, c'est celui que l'ONF appelle la migration assistée, où il s'agit de prendre des plantes du sud de la France et de les installer plus au nord à travers des bouquets de dissémination, c'est-à-dire des îlots implantés dans des peuplements forestiers, à partir desquels soit la plante diffuse au-delà de l'îlot par elle-même, soit il y a une hybridation génétique qui se fait et qui permet de renforcer les peuplements et de les rendre plus résistants, voire plus résilients au changement climatique. Effectivement, il faut être très prudent avec tout ça, et notamment avec l'idée de faire venir des espèces exotiques. Il faut bien réfléchir la chose, ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Mais je voulais justement, si je peux prolonger un instant, évoquer notre collègue Yves
d'haricots qui, il y a 2 ans ou 3 ans, Thierry était venu à une conférence annuelle et qui est là avec nous. Hein. Il est là avec nous? Oui. Ah ben alors, je le laisserai parler, mais je voulais réévoquer, Yves, ton idée d'utiliser des espèces mellifères provenant d'Extrême-Orient et d'essayer de compenser comme ça les périodes et les lieux de disette pour les abeilles et de les mettre dans de meilleures situations. Mais je n'en dis pas plus puisque l'auteur de l'idée est ici. Merci pour ce complément. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Oui, effectivement. Merci de me donner la parole. Je ne la demandais pas spécialement. Je suis frappé par ce que vous avez dit, à savoir qu'on connaît la nécessaire adaptation de nos paysages au climat qui vient. C'est ça que ça veut dire, ce que vous nous racontez. Et je suis frappé aussi du fait que l'essentiel des débats en France s'est focalisé sur une notion qui a le don un peu de Méris et Le Poil, qui est le végétal local. Quand on parle en France de reboiser, remettre du végétal dans nos paysages, on nous vend le végétal local. Pourquoi pas? Sauf que vous l'avez bien vu, et bien dit, pardon, le climat n'est plus local. À mettre du végétal local dans un climat qui n'est plus local me paraît pas une impasse, mais une solution vraiment insatisfaisante. Et donc, du coup, effectivement, en réfléchissant aux besoins des abeilles, et qui sont des besoins très, très logiques de ressources alimentaires tout au long de l'année, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de végétaux qu'on avait d'ailleurs déjà dans notre paysage, en particulier urbain, avaient des floraisons totalement inattendues et très différentes de celles de nos végétaux locaux. Alors là, on citait les arbres asiatiques. Vous vous baladez à Paris au mois d'août, vous avez des sophoras qui sont en fleurs. Vous vous baladez dans ma campagne bretonne actuelle, au mois d'août, il n'y a pas de fleurs. Donc il est très simple d'imaginer qu'on prend un sophora urbain et qu'on le met à la campagne pour avoir des fleurs au mois d'août. Donc on a déjà dans les végétations du monde tempéré des végétaux qui ont des phénologies utiles pour le climat qui nous arrive. Je milite donc pour qu'on réfléchisse à leur introduction à dose raisonnable dans nos paysages, de façon justement à bénéficier de cette phénologie que nos arbres n'ont pas et qu'ils n'acquériront jamais dans le climat qui arrive. Voilà, un peu, je résume l'idée et je vous redonne la parole. Oui, c'est une idée. Il faut juste faire attention au fait que ces espèces-là aussi, elles vont changer avec le changement climatique. Et donc peut-être que ce qui fleurit en août maintenant ne va pas fleurir en août dans 50 ans. Merci.